Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal. Et c'est maintenant, écoute, ça fait plus que 100 shows. Donc ça fait au moins 110 ou 120 ou 130, 140 fois que je répète cette belle introduction. Pour les auditeurs qui écoutent les émissions depuis un bout, savent que c'est ma façon de faire l'introduction. Et absolument, je continue en disant « Et je suis accompagné de Monsieur Guy Barrette. » Ben oui, c'est moi. Salut, ça va? Ça va bien, Guy? Ah non. Non, hein, écoute, tu nous racontais avant d'enregistrer que ton dos a bloqué. Oui, un petit mot de dos assez pénible, merci, mais bon, j'en ai profité pour réfléchir à la vie, au printemps. Parce que t'étais vraiment même pas capable de marcher, là, si je comprends. Non, 3 jours alité, là, vraiment un mot de dos, là, assez sérieux. Écoute, on va te souhaiter un prompt rétablissement. Merci bien. Ce que je comprends, c'est que vu que tu as marché pour venir ici, donc là, t'es quand même sur la voie du retour. Ah ouais. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est entre la position assise et la position debout, il y a comme c'est là qu'il y a un problème. C'est quand tu te lèves. Oui. T'as l'air d'un petit vieux de 70 ans qui « Oh, aïe, mes rhumatismes! » C'est en plein ça. Mais bon. Écoute, on reçoit aujourd'hui Éric Moreau. Salut Mario. Salut, ça va bien? Moi, ça va bien. Mon dos va bien. T'es en excellente santé, mon dos. Écoute, Éric, je sais que tu fais du sport parce qu'en plus que tu fais du sport pour toi-même, mais t'es coach de soccer pour tes filles. Je fais du sport quand je vais aux pratiques de mes filles au soccer parce que par moi-même du sport, j'ai pas le temps d'en faire. Malheureusement. Mais tu kicks des ballons puis je kick des ballons, je cours autour du terrain parce qu'il y a pas un exercice que je leur donne à faire que je fais pas moi-même. Ah, OK. Donc puis, est-ce que tu avais joué au soccer quand tu étais jeune ou t'as appris sur... J'avais joué dans le cours d'école, j'ai jamais joué dans une ligue parce que dans ma ville, Richemont, pour pas la nommer, ça existait pas le soccer il y a quelques années. C'est la réalité de beaucoup de Québécois, en tout cas natifs, on n'a pas appris à jouer au soccer, en tout cas le football européen. Heureusement qu'il y a beaucoup d'immigrants au Québec qui nous ont enseigné qu'est-ce que c'est, parce que pour les auditeurs européens qui ne sauraient pas depuis quoi... 10-15 ans maintenant, le soccer ou le football européen, c'est vraiment un des sports les plus populaires au Québec. Les terrains de baseball qui étaient partout au Québec sont maintenant remplacés par des terrains de soccer. Donc l'été, on joue au football et football européen, bien entendu, parce que encore là, quand on vit en Amérique du Nord, football pour les gens, ça veut dire le sport que nos amis américains pratiquent à tout, en tout cas, de façon furieuse. Donc, mais Éric, c'est pas la première fois que tu fais un podcast avec nous. Non, je les ai pas comptés, mais c'est pas la première fois. Donc, un vieux de la vieille, comme on dit. Un vieux. Les cheveux blancs. Mais ça, on va passer. Puis, juste donner un peu de contexte. Moi, j'ai vu, il y a peut-être 6 mois, 8 mois, à un moment donné, je t'avais écrit de quoi sur... voici, je publie un article sur comment faire la communication interprocessus avec la plateforme Microsoft.net. Oui. Ce qu'on appelle en bon vieux français, les bonnes vieilles share memory. Donc, un interprocess qui est un nouveau feature du .NET Framework 4. Puis c'est là que tu m'as approché en disant, avant de parler du .NET Framework 4 puis du Memory Map File, qui est difficile à parler dans un podcast, tu me dis, ça serait peut-être bon de faire un historique des échanges de données entre les applications. Puis là, on parle pas juste du share memory, là. C'est parce que moi, quand j'ai vu ça, je dis, hey, en tout cas, ça faisait depuis au moins 2-3 ans que j'avais envie de faire un podcast autour de tout ce qui est les échanges de données, l'intégration de données. Beaucoup suite aussi, il y a peut-être 3 ou 4 ans, quand j'avais lu le fameux livre de Gregor Opé sur les Enterprise Integration Pattern, un des fameux livres dans la série de Martin Fowler. Donc, il y a 2-3 ans quand j'avais lu ça, non, plus 3-4 ans quand j'avais lu ce livre-là, je me dit, ça serait le fun de faire un podcast, mais là, c'est de trouver quelqu'un qui a envie. Puis là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Éric,
aimerais-tu élargir le sujet? Surtout qu'on s'entend, dans un podcast, on peut pas montrer du code, donc on doit rester à un certain niveau d'abstraction. Ouais. Donc ça laisse sa force et sa faiblesse un podcast. Sa force, c'est qu'on va parler plus de concepts, d'idées, moins de choses pratico-pratiques. Puis sa faiblesse, c'est effectivement ça, c'est tu vois pas du code, donc on est obligé de rester toujours à la partie théorique. Mais justement, un podcast où on parlait des techniques d'intégration de données se prêtait bien à ça. Ouais. Puis tu as répondu favorablement en disant oui. Puis comme c'est le cas, ben c'est pas parce qu'on dit oui qu'on passe le mois suivant. Donc là, c'est comme un backlog, hein, quand on fait le shell, on t'a mis dans le backlog puis on t'a priorisé puis aujourd'hui au mois d'avril, C'est à mon tour. c'est à ton tour. T'es dans le prochain sprint. C'est ça. Puis donc la formule qu'on prendrait, Eric, on va probablement y aller avec une Par approche décennie, chronologiquement, ouais. Mais là, tu sais comment ça marche ici. Avant de parler du sujet, on fait toujours une petite biographie, question de permettre à nos auditeurs de mieux te connaître. On disait que c'est pas la première fois que tu viens au podcast, mais il y a peut-être des auditeurs qui connaissent pas. Moi, tu sais, dans ma tête, Éric Moreau, là, si on me dit ça, là, moi, ce qui me vient à ma tête, c'est fiabilité. Pourquoi c'est fiabilité? C'est, bon, j'ai déjà travaillé dans des projets avec toi, je sais que t'es hyper fiable, mais plus que ça fait plus que 10 ans maintenant que t'es impliqué dans la communauté. Ouais. Puis, t'es toujours au poste, fidèle au poste, présent, s'il y a quelque chose à faire, on sait que si Éric dit, moi, je vais prendre la responsabilité de faire ça, ça va être fait. Ça, c'est une facette pour moi, en tout cas, qui je trouve te représente bien, puis c'est rare qu'on va dire au monde, à nos auditeurs, je suis un gars fiable. Ça fait un peu prétentieux. Ça fait un petit peu prétentieux. Donc moi, je le dis. Moi, je le dis pas. Mais je le suis quand même, mais je le dis pas. Mais la fiabilité, c'est pas juste ça qui te décrit. Hein. À la base, t'es un informaticien. Ouais. Habituellement, quand le monde entend Éric Moreau, il voit MVP, VB. C'est VB, moi, qui me hante depuis des années. Oui, parce que des t'as la reconnaissance de MVP de Microsoft, qui veut dire Most Valuable Professional. Depuis 2004. Et sur le langage Visual Basic. Ouais. Ce qui peut, il y a peut-être du monde qui t'ont pointé du doigt en disant, Souvent, on est pas dénigré, mais on est mis de côté un petit ça, peu. le mot, vous êtes dénigrés comme Oui. des moitiés de programmeurs. Alors qu'on utilise le même framework, c'est juste que nous autres, on est trop large pour mettre nos points-virgules à la fin, mais c'est tout, là. Puis on se casse pas la tête à quelqu'un sensitive. Mais le reste, là, c'est On s'entend-tu? Écoute, t'es MVP VB, mais la majorité des projets sur lesquels tu travailles à Montréal, en tout cas ces dernières années, c'est du C# souvent? Non, c'est majoritairement VB. J'ai travaillé sur 2 projets C# seulement dans les dernières années. Ah, donc, ce que tu nous confirmes, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de projet VB dans l'entreprise, il y en a encore beaucoup. Il y en a encore dans la grande entreprise, dans la petite entreprise. Puis ça dépend des marchés aussi, comme à Québec. C'est un marché à cause que le gouvernement, il y a plusieurs années, a décidé d'utiliser Visual Basic comme langage principal. Mais c'est surtout des projets VB puis des développeurs VB qu'on retrouve à Québec. C'est une question de culture, une question de marché. Puis ici, à Montréal, le C# a gagné sur VB. VB ne disparaît pas parce qu'il y a quand même du legacy en arrière de tout ça qui est là encore pour longtemps. Il y a des boîtes qui ne font que du VB. De moins en moins, mais il y en a encore. On s'entend-tu, ce que tu le disais, les fonctionnalités du langage, que ce soit C#, VB, les deux, c'est des langages fortement typés, ils font les mêmes fonctionnalités. Donc, c'est un peu comme essayer de comparer. Est-ce que l'italien et le français sont des meilleures langues pour communiquer? Bon, chacun a ses particularités, mais les deux sont de base, tu sais, les deux viennent du latin il y a très longtemps. Puis VB, C#, en tout cas, ça a beaucoup de points en commun. Puis en parlant de points en commun, avant, c'était 2 équipes différentes qui maintenaient les 2 compilateurs, les langages. Maintenant, depuis la version 3, 3.5. Ouais, ça a été regroupé en une seule équipe. La même équipe produit les 2 langages, les 2 compilateurs. Et souvent, c'est le même développeur qui va développer le feature pour le compilateur C#. Une fois qu'il l'a fini, une fois qu'il a fait sa preuve de concept que ça fonctionne, c'est le même programmeur qui va le refaire en VB. Déboguer. Là, il sait exactement qu'est-ce qu'il y a à faire.
Puis, et Eric, bon, outre le fait que tu as programmé beaucoup avec le langage Visual Basic, tu as aussi un peu une étiquette du data dude, c'est-à-dire monsieur donné, dans le sens que forcément, quand on fait beaucoup de logiciels en entreprise, on stocke l'information plus souvent qu'autrement dans des bases de données relationnelles. Donc, pour toi... J'ai toujours eu un intérêt pour les BD. J'ai utilisé SQL depuis les dernières années. Ça va super bien. Je suis très encouragé quand je vois les nouvelles versions, comme le SQL 2012 vient de sortir. Puis tantôt, on va en reparler dans les annonces, mais on va avoir une journée, un samedi SQL à Montréal. Sur SQL 2012, justement, toutes les nouveautés qu'il y a à couvrir, parce qu'il y en a énormément. Tout est l'exemple classique du programmeur qui a pas besoin d'un DBA, il fait tout le code qu'il faut pour faire les accès aux données, ce qui est de plus en plus le cas. La réalité, c'est qu'un développeur moderne, ça sait faire du SQL aussi. Oui. Écoute, principalement, tu gagnes ta vie comme consultant. Ça fait plusieurs années. Comme je te dis, t'es assez connu à Montréal, dans la communauté. Je pense une bonne description de qui tu es. Oui. On va aller à la pause, puis nous, on revient avec l'entrevue. Le partage de données. Donc, Eric, on a dit qu'on prendrait une approche chronologique. Donc, si on revient, mettons, au tout début. On parle pas des nuages entre les Indiens qui s'échangeaient. Mais c'est à quelque part une forme de partage de données, mais il n'y avait pas d'ordinateur en jeu. Là. OK. On part pas si loin que ça. Dans le bon vieux temps du Far West, où est-ce qu'on faisait les signaux de fumée. Les signaux de fumée. Mais si on revient, mettons, des années 60, des années 70... ça, c'était ton époque, Mario, hein? Ah, écoute, moi, je suis né en 1960. Donc, quand même. OK, c'était un petit peu après toi. Puis en plus, moi, j'ai découvert la programmation très tard, hein, donc, c'est juste dans les années 80. Steve Jobs avait déjà commencé à faire des Apple puis moi, je connaissais même pas encore l'informatique. Fait qu'on parle de l'époque des mainframes, principalement, c'est ça? Partons des mainframes. Parce que, échanger des données entre des applications, c'est pas un concept nouveau, ça a toujours été présent. Depuis qu'il y a des ordinateurs, il y a toujours eu un besoin d'échanger des informations. Dans les années 60-70, les mainframes, la grosse limitation, c'est la mémoire. Il n'y avait pas énormément de mémoire sur ces machines-là. Puis les disques, et les disques durs, ça n'existait même pas au début. C'était des rubans. Fait que là, si on avait un processus A qui faisait une tâche quelconque, qui voulait échanger des données avec un autre processus, mais il y avait un ruban qui était entre les deux, qui servait à enregistrer les données. Puis là, il y avait un opérateur, c'était un humain, qui allait changer le ruban sur les machines, qui embobinait le ruban 1, 2, 3, parce que le processus A voulait rouler. Dans les grosses salles de calcul réfrigérées. Qui faisait froid, avec des planchers surélevés, parce qu'il y avait beaucoup de... C'était tout vitré, parce que les compagnies qui se payaient ces systèmes-là voulaient quand même montrer leur puissance. Hein? Ouais. Donc, il y avait un opérateur qui changeait les rubans. Donc, les rubans, faut savoir qu'il n'y avait pas une grande capacité, il n'y avait pas une grande vitesse. On était toujours dépendant de l'opérateur, est-ce qu'il était parti prendre son café. C'est autre chose, hein, quand tu sais, les rubans, là, tu stockais pas des gigabytes d'informations, mais même pas des mégabytes, on était vraiment... Je me souviens pas de la capacité, parce que moi, j'ai des cheveux blancs, j'ai déjà travaillé avec des rubans sur des vieux systèmes mainframe. Ouais. Toi, Guy, non? Non. Ah, chance. Moi, j'ai jamais travaillé avec un mainframe. Ah, non? À part un cours que j'ai fait à l'université en Fortran où on programmait sur le mainframe, mais... Ah, je suis chanceux de bord. Subséquentes, je suis tombé sur PC. Moi, à l'école, c'était un mini. C'est pas un mainframe, là, c'était quoi, un IBM 36, système 36, quelque chose comme ça, là, ouais. Donc, mais c'est le même principe, là, mais il y avait pas de ruban. Il y avait pas de ruban. Il y avait des disques durs, mais il y avait pas de ruban. Donc, à l'époque, c'était, les fonctionnalités du système d'exploitation que ces mainframes-là avaient étaient assez limitées. Oui. Mais une des fonctionnalités qu'il y avait, c'était de dire, je suis capable de sauvegarder ça sur l'équivalent d'un fichier, puis c'était par échange de fichiers qu'on transige l'information. Et si on veut retenir une façon, là, on appellerait ça le batch data exchange. C'était la façon d'échanger des données à ce moment-là. Ouais, c'était asynchrone. Donc, le processus A n'avait aucun moyen de savoir si le processus B avait traité l'information avec erreur ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est un désavantage. Mais l'avantage qu'on avait, c'est qu'il y avait un découplage merveilleux. Le processus A et le processus B ne se connaissaient pas. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il y avait un fichier entre les deux avec un format quelconque. C'est d'ailleurs une technique qu'on a continué à réutiliser beaucoup, puis que même aujourd'hui, en 2012,
avec l'échange de fichiers qu'on continue à utiliser, traitement totalement asynchrone, c'est une technique d'intégration de données qui marche encore. C'est sûr qu'on utilise plus des rubans aujourd'hui, on va utiliser plus l'espace 10. Ben, pensons juste à nos rapports d'impôts, parce qu'on est dans cette période-là au Canada. Ouais. Les rapports d'impôts, quand on les envoie par Internet, c'est un fichier qu'on dépose sur leur serveur en quelque part, puis les autres, ils les traitent à un certain moment donné. C'est certain que c'est pas un ruban derrière, c'est de l'information qui est stockée sur des disques durs, mais c'est exactement le même principe. C'est un peu, ça va nous amener peut-être à l'autre. Bon, plus personne maintenant utilise. Ben, il y a encore des mainframes. Il y a encore des mainframes. J'espère qu'il n'y a plus de ruban. Bon, il doit y avoir tous des disques rigides. Il y a pas la NASA dernièrement, dans les dernières semaines, qui a décommissionné son dernier mainframe, ou je pense que ça avait fait les nouvelles. Ah. Ouais. Mais ça, qu'il n'y a plus de navette. Ouais, il y en a plus besoin. Donc, si on passe à l'autre étape, c'est quoi? C'est l'apparition du... Les années 80. Micro-ordinateur. Ouais, dans les bureaux, c'était encore une mainframe qui était roi et maître. Mais à la maison, on commençait à avoir les micro-ordinateurs. Tout le monde se souvient des Commodore, les VIC-20, les Commodore 64, les Tandy, Coco. Oui, le Amiga 3000. Le Amiga, il y avait des Zenith. Il y en avait des compagnies, là, ils étaient pas compatibles un avec l'autre. Tout le monde avait un Basic, mais il était pas compatible. Le logo aussi avec Apple était un langage merveilleux pour, soi-disant pour apprendre, mais une fois qu'on avait fait tourner la tortue sur tous les bords, il y avait plus grand chose à faire avec. Fait que dans ces années-là, ce qu'on a vu apparaître, c'est le phénomène de la base de données. Fait que au bureau, c'était le mainframe. À la maison, on voyait commencer à apparaître les micro-ordinateurs. Donc là, ça permettait aux personnes qui travaillaient en informatique d'approfondir, parce que là, ils étaient plus limités seulement à travailler au bureau. Ils pouvaient acquérir des nouvelles notions à la maison d'une façon beaucoup plus facile. Un des premiers logiciels qui était un success story sur le PC, c'était le fameux DBase 3. Donc, DBase 2. DBase 2. Ouais. J'ai pas connu DBase 1. Je pense qu'il n'a jamais existé. Ils ont commencé à 2 pour pousser les ventes. Ouais, puis DBase 2, c'était pas grand-chose, là. Mais je me souviens, j'ai fait mes premières bases de données, là, avec ce système-là, là. Donc, ce que ces bases de données-là permettaient, c'était de l'intégration plus facile entre les applications. Ça devenait tout d'un coup plus facile entre deux processus d'échanger de l'information. On parle toujours d'asynchrone ici parce que les deux roulaient habituellement pas en même temps. Le reporting était plus facile. Qui dit base de données dit transaction. Donc, l'intégrité des formations était du même coup meilleure. Un problème qu'on avait à ces années-là, c'est certains systèmes parlaient Epsidic, d'autres parlaient ASCII. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, le format IBM versus... Donc, on avait de la difficulté. Même si on avait deux processus, on avait une base de données, ben l'encodage des caractères n'était pas pareil. Donc là, on cherchait une façon, puis il y avait même ASCII étendu versus le ASCII standard. Fait il y avait un paquet de problèmes reliés avec l'intégration plus facile. Ça amenait d'autres difficultés en même temps. Mais, ceci étant dit, utiliser une base de données, c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'utilise plus des bases, mais on va plus avoir une base de données relationnelle, par exemple. Utiliser une base de données relationnelle donc partager des tables entre différentes applications, c'est une technique qui est encore fortement utilisée par beaucoup d'organisations. Puis moi, je crois qu'elle va rester la technique la plus... On s'entend, là, fin des années 80, début des années 90. En tout cas, pendant presque 10 ans, Oracle, c'était leur argument. Massue disait, vous devriez avoir une seule grosse base de données complète pour toute l'entreprise, puis tout le monde partage les tables. Un enfer d'un point de vue architectural, mais bon, il y a beaucoup de compagnies qui ont cru à ça dans les années 90, puis aujourd'hui, ils ont un patrimoine gigantesque de super grosses BD partagées par multiples applications. Puis aujourd'hui, on parle de Azure avec nos bases de données dans le cloud. Donc, ce mécanisme-là, il est pas prêt de disparaître. Il est adapté avec les technologies du jour, avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Mais c'est pas un mécanisme qui va disparaître dans les prochaines années, c'est certain. Puis je dirais même, toutes les nouvelles types de bases de données qui sont pensées pour le cloud, les fameuses unités de stockage hiérarchiques qu'on a, par exemple comme on fournit Azure ou qu'on peut avoir avec Amazon. Le NoSQL, là, finalement. Ça pourrait aisément servir comme aussi de mécanisme d'échange de données entre deux applications. Donc c'est des techniques vieilles comme le monde, encore fortement utilisées. Qui ont fait leurs preuves, qui sont encore très utilisées. Les bases de données en arrière ou les engins sont constamment pas révolutionnés, mais sont constamment mis à jour. La grosse différence entre la base de données relationnelle, par exemple, et le fichier, c'est que la base de données relationnelle, t'avais pas le choix d'avoir un certain schéma.
Parce que le problème qu'on avait dans les fichiers, c'est outre le fait que historiquement les formats de chaîne de caractères n'étaient pas encodés pareil, mais un coup qu'on avait réglé ce problème-là, c'était plus comment j'encode mon fichier. D'ailleurs, c'est pas pour rien que XML a été vu au début des années 90 comme la façon de standardiser tous les échanges de données par fichier, parce qu'on disait, pour une fois, on va être capable de définir des schémas. Mais la BD nous fournissait ça dès les années 80 en disant, écoute, tu as défini ton schéma, tu sais qu'une table, elle a une colonne qui est tel type, avec telle grandeur, le contrat est très clair entre comment les deux applications vont utiliser les données. Et la base de données nous amène une performance que les fichiers, quand on atteint un gros volume, un fichier CSV ou XML va perdre beaucoup en performance. Une base de données est optimisée pour faire ce type de choses. Pour ces choses-là. Mais comme tu dis, la principale lacune de ces mécaniques-là, c'est le fait qu'on est toujours asynchrone et distancé. Puis on parle pas vraiment de quelque chose qui peut se faire. On est toujours vraiment distancé dans le temps. Souvent, ça a été utilisé beaucoup pour les traitements à l'eau, de nuit. Oui. La nuit, les fichiers étaient créés. Le lendemain, d'autres systèmes venaient lire ces fichiers-là. C'était des mécaniques, des mécanismes qui ont été fortement utilisés, comme je le dis, historiquement, puis qui sont encore fortement utilisés. Mais les bases de données modernes ont des processus de notification. Donc, on va parler de ADO.net ici. Il y a des objets qui existent avec ADO.net. Je souscris une petite requête simple, un select la date d'une table quelconque. Et si la date est modifiée par un processus, mais je reçois un événement dans mon application et là je peux réagir. Donc c'est encore asynchrone, mais on a un temps de réaction qui peut être beaucoup plus court. Mais il faut être conscient qu'il n'y a pas de magie. Hein. C'est fait magiquement pour toi par le framework.net, mais en arrière de la couverte, lui, il va pôler, lui, il va interroger. Il y a beaucoup de ressources utilisées en arrière. La BD va dire, est-ce que les données ont changé? Non. Merci. Est-ce que les données ont changé? Puis, quand ils ont changé, il a dit, là, je vais te générer ton événement pour que ton application puisse réagir. C'est certain qu'on peut pas faire ça avec un système comme, je sais pas moi, Ticketmaster ou Amazon ou quelque chose de genre. Mais si vous êtes dans une entreprise et que vous avez un nombre limité d'utilisateurs, ou pas nécessairement utilisateurs, mais des processus qui doivent être enchaînés un dans l'autre, mais peut-être que ça pourrait être une recette à ce moment-là à envisager. Il y a beaucoup de scénarios où dès que t'as moins de 100 utilisateurs qui vont, ou en tout cas moins, tant que le nombre d'instances en mémoire sont assez limitées, ces techniques-là marchent super bien. Ouais. Puis pourquoi se casser la tête à essayer d'inventer une mécanique autre quand c'est déjà là programmé pour toi, peut-être qu'à l'utiliser dans le framework.net. Donc là, on est dans les années 80. Qu'est-ce qui arrive fin des années 80, début des années 90? Je pense que le philo est devenu à la mode, c'est ça? On parle de données, là. Là, le mainframe, il commence à prendre une débarque. Là, c'est du philo, c'est vrai, il y a une période, les verts fluo, rose fluo. Oh, oui. C'était laid. Je pense que ça revient à la mode, là. Il me semble que j'ai vu plusieurs jeunes qui revenaient de ça. Si à la plage, l'été, ça peut être un beau, mais... Vraiment, en hiver, ça flash. Ouais, là, dans les années 90, le PC rentre en roi et maître dans... C'est là qu'on voit apparaître les premières instances de système d'exploitation PC, mais serveur. Donc, on voit apparaître les premières instances des versions serveurs pour les PC de système d'exploitation. Guy, toi qui as de bonne mémoire, là, de quel moi, je travaillais avec Novell NetWare. Novell NetWare. Moi, je me souviens d'avoir lu, entre autres, à un moment donné, tout le livre sur Windows NT, qui avait été écrit par les mêmes gens qui avaient écrit le système d'exploitation sur Digital. Donc, on voit que le PC devient de plus en plus un système qui va être utilisé en entreprise. Puis là, en même temps que ça, les centres de formation, les cégeps ou ces choses-là, ils commençaient à former le monde. Puis là, dans tous les départements, il y avait un gourou en DBase. Puis là, comme les départements informatiques n'arrivaient pas à livrer des applications dans les temps, mais là, ce gourou-là, dans chacun des départements, commençait à monter des bases de données pour desservir chacun des départements. Ça allait bien tant que le gourou était là, mais quand le gourou partait, il donnait ça à qui? Il n'y avait pas de deuxième gourou. Fait que là, il y avait des bases de données dans les entreprises qui avaient le moindrement d'envergure. Ils se ramassaient avec des centaines de bases de données. Des bases éparpillées partout, des fois des bases de données Fox Pro qui utilisaient le même protocole. Même Access à la fin des années 90. Il y en a encore beaucoup de Microsoft Access. Fait que le problème d'avoir une répartition comme ça, c'est un client qui veut faire un changement d'adresse, il le fait à combien de départements? Il était pas intégré d'un département à l'autre, il se parlait pas d'un département à l'autre. Aujourd'hui, en entreprise,
la prolifération des fichiers Excel, mais qui sont utilisés parce qu'on bâtit quasiment des mini-applications dans Excel. Ça, il y en a, là, surtout dans le domaine financier. Il y en a partout. Excel est largement utilisé à toutes les sauces, hein. Mais dans les années 90, si on revient aux mécanismes, ce qui a frappé un peu plus, c'est l'apparition des Remote Procedure Call. Là, c'est un processus qui, au lieu de déposer un fichier, va en appeler un autre directement pour dire « exécute-moi telle fonctionnalité ». Donc, c'était à distance, vers un autre ordinateur, on faisait exécuter du code. Ouais. Donc, c'est pas d'où le terme remote pour à distance. À donc, distance. L'appel distant de procédure. Ouais. Puis là, à ce moment-là, vous souvenez-vous, si on parlait de network, de Windows NT tantôt, c'était quoi le réseau le plus utilisé? Token Ring. Token Ring qui avait pas un débit très, très élevé. Donc, si on avait plusieurs Remote Procedure Calls qui étaient faites vers un serveur ou une autre machine, ça pouvait alourdir énormément le réseau. Et le Token Ring n'était pas très efficace comparé au réseau qu'on a aujourd'hui. C'est peu dire. Puis on parle aussi de casse-tête de configuration, parce que là, les deux machines doivent se voir, doivent se truster une et l'autre. C'était pas facile. Puis il fallait s'entendre. Là, on était très dépendant, peut-être pas du langage, mais on était très dépendant de la façon dont on communiquait. Est-ce que c'était qu'on utilisait comme interface? Je me souviens l'évolution de tout ça, parce que dans les années 90, c'est au même moment où l'orienté objet a vraiment eu ses lettres de noblesse, c'est-à-dire que ça faisait comme 20 ans que c'était en incubation, mais là, l'entreprise reconnaissait qu'on n'avait pas le choix d'utiliser l'orienté objet. Puis c'est là qu'il y a eu le rêve de dire, est-ce que je pourrais distribuer mes objets un peu partout sur tous les ordinateurs et les instancier à distance, d'où la fameuse la version Microsoft de ça, c'était comme. On se souvient de Corba dans le monde Unix. Puis il y avait une variable de base qu'on considérait pas, mais qui est là, qui est une variable physique. C'est que dès que tu es distribué, tu vas sur le réseau, puis le réseau, c'est bien plus lent que de la mémoire vive, donc tu as une latence, tu as des délais. Puis ça a démontré que, bon, oui, ça pouvait être une technique intéressante, mais c'est toujours lent, hein, quand on va sur un réseau. Mais c'était pas juste lent aussi, c'était tellement fragile. Ouais. Puis c'était très complexe à mettre en place, à faire fonctionner. Quand t'arrivais à faire fonctionner, il fallait que tu notes ta recette, tout ça, puis tu t'espérais que tu te croisais les doigts là, que rien brise, parce que c'était presque impossible à remettre en place. Ça, c'était incroyable. Là, les belles années de ça, c'est l'époque où est-ce que quand VB6 est devenu la plateforme utilisée en entreprise, puis là on faisait des objets comme en VB6, des distributed com. Et que c'était le fun, hein? Mais les avantages de toutes ces technologies-là, parce qu'il y en a quand même certains, c'est qu'au lieu d'échanger des informations à pu finir, ben, un processus A demandait au processus B en lui passant quelques paramètres, traite-moi ça, au lieu d'échanger un gros fichier. Donc fait qu'il y avait quand même certaines choses. On a passé du mode asynchrone à un mode synchrone. C'est-à-dire que là, mon application, c'est sûr qu'elle devait bloquer le temps que l'appel se fasse, mais elle pouvait attendre un résultat, puis quand elle recevait le résultat, elle pouvait continuer sans dire je vais terminer mon processus, puis relance-moi demain matin, puis là je m'attends à avoir reçu les données en retour. Donc là, on commençait à faire vraiment de l'informatique distribuée. Oui. Mais le coupling était très très fort, hein. S'il y a un paramètre de la méthode qui était changé, ça voulait dire que celui qui l'appelle, il fallait qu'il soit recompilé comme aussi. Comme tu disais, Guy, c'était hyper fragile parce qu'il y avait un couplage tellement fort. Dès qu'une partie du contrat était changée, tout le monde était impacté, puis là, fallait refactoriser toutes nos applications, les reprogrammer. Puis souvent, malheureusement, c'est rare en entreprise que tu as le loisir de dire on refait une nouvelle version en même temps de 3-4 applications qui collaborent. Donc, c'est toutes ces faiblesses-là qu'on a vu apparaître avec l'approche d'informatique distribuée. Ouais. Ce qui nous amène à... Le bug de l'an 2000? On parlera pas du bug de l'an 2000. On va passer dans les années 2000. Mais les années 2000, c'est sûr que là apparaît Internet, puis apparaît aussi tout le XML comme protocole d'échange de données, ce qui permettait de mettre de l'ordre dans les vieilles techniques d'échange de données par fichier puis par BD, comme on avait dit. Mais ça reste encore dans les échanges de fichiers, mais ce qui a retenu l'attention un peu plus, c'est le pattern de asynchronous messaging. J'envoie un message de façon asynchrone. On l'envoie dans une queue.
cette queue-là va le traiter. Un exemple de ça qu'on utilise encore aujourd'hui, quand on place une commande sur Amazon ou n'importe quel système de billetterie, notre commande est placée dans une queue. Il nous dit à l'écran, vous avez placé une commande avec succès, mais la confirmation de la commande va nous venir 1 minute, 2 minutes, peut-être 5 minutes plus tard. Notre commande a été mise dans une queue, et cette queue-là doit réagir assez rapidement parce qu'il y a des milliers d'utilisateurs qui vont placer une commande pour un livre à un moment X. Mais derrière tout ça, on peut avoir dans un laps de temps différent, avec une capacité de traitement différente, quelque chose qui va traiter cette queue-là pour les passer un par un, valider le numéro de carte de crédit et ces choses-là. Ce qu'on aimait de ces serveurs de queuing-là, c'est qu'on savait qu'un coup qu'on avait déposé, par exemple, la job dans la queue, ben la queue, elle nous assurait, je parlerai pas l'information, puis je vais m'assurer que c'était garanti. Que ta job va être traitée. Ouais. Donc là, l'application pouvait vraiment relâcher le contrôle, dire, OK, moi, j'ai fini, puis un jour, tu me redonneras, un jour, je recevrai une réponse, mais puis ça permettait de faire de l'informatique distribuée ou de l'informatique asynchrone beaucoup plus solide. On avait un terme pour ça qui était fire and forget. Ouais. Je le lance puis j'oublie ce que j'ai lancé, c'est garanti que ça va être puis mais bon, traité. une des instances, un des produits, on se souvient qu'IBM avait un produit pour faire ça là, le queuing server, mais Microsoft en avait un aussi avec MSMQ. MSMQ, ouais. Qui était pas vraiment un serveur, c'était comme une technologie qui était intégrée avec le système d'exploitation Windows. Ben, c'est un service qui était fallait configurer, ouais. fallait créer. Qui existe encore, hein, je peux l'activer aujourd'hui. Je suis sûr que j'ai pas été voir dernièrement, mais je prendrais Windows Server 2008, il y a encore le service MSMQ que je peux activer puis configurer adéquatement puis l'utiliser. Hein. Ouais, mais c'est parfait aussi pour faire communiquer des applications, des systèmes qui sont disparates, sont peut-être même pas de la même technologie parce que les interfaces sont clairement définies. Ouais, souvent c'est vrai, on se servait de ça pour faire passer par exemple un système Windows, puis de l'autre côté c'était un système Unix qui venait lire la queue, puis que là lui ça repartait sur une autre technologie complètement. Fait que c'est comme on pouvait le voir comme une espèce de buffer entre deux systèmes. Qui à la base ne se parlaient pas, mais avec ce système de queuing là, ben la grosse différence entre le système échange par fichier ou par base de données, c'est que là, on essayait de réduire le temps entre les deux processus, c'est-à-dire que la fameuse queue, ben il s'était mis là, mais tu savais qu'en peu de temps, quelqu'un viendrait ramasser ta job puis la faire, puis te relancer une réponse. Donc ça permettait de faire des systèmes quasi synchrones, mais en utilisant quelque chose de très solide qui était beaucoup plus fiable. Puis ce qui est intéressant, contrairement à DCOM là qu'on a parlé tout à l'heure, c'est que si un des deux systèmes tombe down, ben le premier système peut continuer d'empiler dans la queue. Tant que la queue est up, elle l'accumule. Puis lorsque le système qui est fait pour processer tous ces éléments-là revient, par exemple, il dépile. C'est l'autre faiblesse des systèmes distribués qu'avec des procédures à distance. C'est là, comme tu dis, faut que tous les systèmes soient toujours up and running pour que tout ça tient. C'est dès qu'il y en avait un qui tombait à terre, puis ça arrivait, surtout ou tout simplement quand c'est le temps de faire de la maintenance, c'est aussi bête que ça. Mais là, si je fais de la maintenance sur tel objet qui est situé sur tel serveur, ben là l'impact c'est que il va falloir mettre down telle et telle application. Là, tandis que si on utilise un système de queuing, ben au moins on a une espèce de buffer là, entre les systèmes. Puis c'est intéressant parce que ce que tu dis, on est au début des années 2000. Puis on parle là, justement d'utiliser des systèmes de queuing, mais c'est aussi au début des années 2000 que, milieu des années 2000, où est-ce que Microsoft ont décidé de unifier les API pour être capable de faire justement de l'informatique distribuée sous WCF pour le Windows Communication Framework, qui permettait d'avoir un API unifié pour faire du web, faire parler avec des serveurs de queue ou faire justement des remote procedure calls. Puis et même à terme, on aurait pu encore, parce qu'on se souvient du vieil ancêtre de l'informatique distribuée, le net remoting. Mm-hmm. Écoute, là on tombe dans .NET 1.1. C'est le début du .NET. On avait le remoting d'un bord, on avait les web services de l'autre côté, qui a évolué. Heureusement, c'est exactement la même chose en code maintenant. Ce qui va changer, c'est ton fichier de configuration qui va dire est-ce que tu utilises un mécanisme de remoting ou tu utilises un mécanisme par WCF a comme solutionné le problème. Je te dirais même aujourd'hui,
on n'en parle plus. C'est comme problème résolu. On s'en a à faire de la communication distribuée, on utilise WCF, puis ça marche bien. Ouais. Faut juste savoir comment le configurer, mais une fois qu'il est configuré, c'est très fiable. C'est pas très complexe, c'est pas super simple non plus, mais c'est pas très complexe. Parce je me souviens des conférences de DevTeach à Montréal où les sujets de l'art, c'était justement comment on fait de l'informatique distribuée. Là, je parle des années 2003, 2004, 2005, avec des panels de discussion et tout. Aujourd'hui, on ferait plus ça parce que WCF a fait ses preuves, fait la job. Ben, on a passé à autre chose. C'est ça, la problématique auparavant, c'était que chaque façon de faire les choses avait son propre API. Donc, quand tu utilisais du remoting, ben, t'étais mur à mur remoting, puis si tu changeais d'idée, ben, tu recommençais ton code. Il y avait une décision d'architecture qui était à prendre en partant. Le remoting, c'était bon lorsque tu étais sur un réseau local, sur un intranet. Puis lorsque tu tombais sur une plus grande envergure que ça, mais là, il fallait que tu ailles avec des web services. C'était pas le même overhead, c'était pas la même rapidité. Faut se dire qu'aujourd'hui, que l'Internet était omniprésent, mais les protocoles, les façons de faire sur Internet sont maintenant rendus comme sont devenus les façons de faire pour faire de l'intégration de données quand on parle que en 2012, une approche basée sur des API qui seraient tu vas trop vite, là. Tu vas trop vite, là. Mais tout ça pour dire que on n'en parle plus parce qu'on est rendu ailleurs là, dans nos techniques. On a-tu parlé de service web, là, ou on est-tu rendu là? Ben, je pense qu'on va parler à un moment donné de messaging, probablement. Ben, on vient de parler de asynchronous messaging, c'était dans les années 2000, donc oui, aviez-vous d'autres choses à amener Non, mais il y a eu tous les fameux serveurs de messagerie, mais je parle pas d'email, mais tu sais les serveurs les services de brokerage là, qu'on avait, des brokers. Ça, c'est très fort du côté Java. Tyco, je pense, entre autres. Tibco, pour pas le nommer. C'était un des produits, puis il y en a d'autres là. Puis ça servait principalement à faire de l'intégration de données en entreprise, donc tu avais beaucoup de systèmes disparates qui doivent communiquer. Ouais, puis il y a eu SOAP, les services web aussi qui est arrivé à ce moment-là. La promesse c'était que je pouvais exposer un service web en SOAP, échanger des données. Puis, par exemple, si j'écrivais mon service en .NET du côté Microsoft, ben du côté Java, on allait pouvoir rapidement puis facilement consommer ces services-là. Et ce qui est très bien avec ça, avec les serveurs de messagerie comme ça, ou de messaging, moi utilisé le terme messaging. Messaging ou messaging, je pense, je le traduirais comme ça parce que messagerie, on pense à email, c'est pas du tout des emails. Ouais, mais je suis pas sûr que c'est du messaging, ça. Ben, c'est des services, hein. Grosso modo, c'est, écoute, tu sais, un des produits qui devait faire ça originellement, c'était un produit comme Bistalk, devait, tu sais, servir comme de passerelle pour permettre l'intégration de, puis, tous ces types de aujourd'hui, ce qu'on appelle le Enterprise Service Bus. C'est de dire, je vais avoir un bus d'entreprise où est-ce que toutes mes communications asynchrones vont être redistribuées vers des serveurs qui vont les prendre en charge. Donc, toute cette vision-là de communication inter-entreprise de l'information, c'est un peu comme, si on pourrait faire une analogie, un peu comme dans une ville, ben tout un système routier, je peux avoir des petites rues où il y a du monde qui reste, mais j'ai aussi des autoroutes, j'ai des systèmes de de canalisation pour l'eau et tout. Donc, toute l'infrastructure d'une ville, c'est un peu la même chose qu'on voit en entreprise, l'infrastructure, ce qu'on va appeler souvent l'urbanisation. C'est là qu'on est rendu en 2012 au niveau de l'informatique en entreprise. La grosse différence, je dirais, depuis 2-3 ans, c'est que les protocoles Internet ont vraiment changé la façon de faire cette informatique d'entreprise-là. Oui, puis là, on vient de nommer un paquet de produits, là. Faire une espèce de petit recap, là. Dans ce qu'on appelle les outils et plateformes, on a, t'as mentionné Bistalk, t'as mentionné Tibco, il y a Web Methods aussi, il y a IBM WebSphere MQ. C'est tous des outils ou des plateformes. Sur ces outils et plateformes-là, on assoit des messaging systems. Peu importe quel outil plateforme qu'on va utiliser, on a mentionné WCF, on a mentionné SOAP, on a mentionné MSMQ aussi, mais il y a JMS, parce qu'il y a pas tout le monde .NET qui... Java Messaging Services, c'est fondamental. Puis, par-dessus tout ça, on a le Enterprise Service Bus qui, lui, va utiliser soit les web services, ou SOA, ou Sonic, ou Mule, ça dépend sur quelle plateforme qu'on est, mais tout ça est capable d'interagir ensemble de façon assez...
avec beaucoup de sueur et beaucoup de dollars, ça va marcher. D'huile de bras, ouais. Le défi de ces systèmes d'entreprise-là, dans les services boss, c'est si j'envoie des messages d'un bord sur l'autre, ben là, j'ai besoin d'un mécanisme de corrélation. Ce message-là, il s'associe avec tel message. Tous les mécanismes de reprise, tous les mécanismes rapidement, on s'aperçoit que il y a énormément de complexité dans des systèmes comme ça. À la base, c'est simple, on se dit, on va mettre un cœur, puis ce cœur-là ça va être par là où va transiger tous nos messages. Mais on s'aperçoit que rapidement que c'est pas aussi simple que ça, là. Comme tu dis, là, il faut faire de la corrélation, s'il y a une faute en quelque part, ben faut pouvoir retourner des messages d'erreur ou quoi que ce soit. Puis c'est là que beaucoup de monde sont pétés de nez, là. Puis ce qui est intéressant, c'est que, mais c'est rendu comme un domaine assez mature parce que, comme je disais au début de l'émission, il y a 3-4 ans, je lisais le fameux livre de Gregor Opé sur justement les patrons ou les bonnes pratiques pour faire de l'intégration d'entreprise, là, Enterprise Application Patterns. Ben, c'est dans son livre, toi, Eric, tu me disais que t'avais noté qu'il y avait 65 patterns. 65 patterns documentés actuellement pour faire de l'échange d'informations entre deux processus. Puis dans certains, c'est toujours un peu, si c'est dans ce contexte-là, voici comment tu devrais résoudre le problème. Si c'est dans tel autre contexte, voici comment tu devrais résoudre le problème. Un pattern, c'est une recette en quelque part. Donc, lui, il a établi, il y avait 65 choses différentes ou 65 patterns différents. Donc, il y a 65 recettes différentes. Puis même, il y a des sous-recettes parce qu'il y a des fois c'est cette recette-là, mais avec un ingrédient différent. Des variables, dépendant du contexte. Mais c'est intéressant de voir que le domaine est rendu assez mature, qu'on l'a documenté. Puis je sais que Gregor Opé est en train de travailler sur une seconde version du livre. Je pense que ce serait le livre numéro 2 avec des nouveaux patterns parce qu'avec les années, il continue à en avoir qui évoluent. Mais tout ça pour dire que tout ce domaine-là faut pas réinventer la roue, là. Si on a cette problématique-là, les auditeurs, là, allez lire ce livre-là, prenez ce qui est documenté là et réutilisez-le dans votre entreprise, puis tout le monde va crier au génie en disant « Wow, c'est fabuleux ton implémentation! » Puis si vous êtes honnête, vous leur direz « Ah, j'ai rien inventé, j'ai juste pris dans le livre. » Il n'y a pas personne qui devrait avoir des crédits de recherche et développement aujourd'hui sur la façon de partager des données, là. À peu près tout a été inventé. Je dis pas qu'il y a des façons un peu plus faciles ou qui utilisent des technologies plus récentes qui seront pas sorties, mais la majorité des choses va réutiliser un pattern qui est déjà connu, oui, avec Azure en arrière au lieu d'utiliser une base de données locale, mais ça reste que c'est un dépôt de données en quelque part. Ben, un peu comme disait Mario tout à l'heure, c'est que, par exemple, on est passé des services web SOAP à le même concept, mais finalement, le payload là est différent maintenant. Donc c'est REST, c'est du REST, c'est REST, c'est JSON, des choses comme ça. Mais à la base, c'est à peu près le même principe là. Puis parce que finalement, avec les années, les gens se disent il y a des techniques qui marchent très bien sur le web, qui avaient été faites originalement pour le grand public, qui servent des millions de personnes. Puis moi, dans mon entreprise, j'ai servi, par exemple, 1000 employés, puis j'en arrache avec mes techniques, par exemple, avec SOAP. Je peux-tu utiliser ce qui marche sur le web, puis ce qui a amené à un moment donné les gens à changer leur fusil d'épaule, parce que c'est peut-être pas bien cette approche-là de définir, par exemple, un API en disant ça va être des URL qui disent où est-ce que je peux aller accéder aux ressources, puis peut-être avec des certaines conventions assez simples. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés par REST, on a fait une émission il y a 4 mois avec Eric Renaud là-dessus, donc j'invite les auditeurs à aller écouter l'émission. Bon, ceci étant dit, là, Eric, on s'éloigne, je sais pas si on s'éloigne, mais on est loin de ton article original que tu avais écrit sur comment on peut partager des données interprocessus avec le framework .NET.4. C'est certain que j'avais pas parlé des messages enfumés, là. Parce que on a parlé beaucoup là, de comment on fait parler des applications entre elles qui sont out of process. Ouais. Mais on a aussi toutes des mécaniques quand on est in process, c'est-à-dire c'est deux threads différents mais qui veulent partager. Donc là on parle mémoire partagée, share memory, mais il y a d'autres techniques. Puis le framework de .NET 4.0 nous donne des services à ce niveau-là. On n'est pas nécessairement seulement in process. La limitation qu'on a, c'est qu'on doit être sur la même machine. Donc est-ce que c'est un PC, il y a deux applications qui se parlent, il y a sur un serveur, il y a deux applications. Donc il faut partager le même framework.
Faut partager le même framework et la même mémoire physique. Notre 8 gigs, notre 16 gigs, notre n'importe quoi, il faut la partager. C'est pas deux machines entre elles qui vont pouvoir se partager de l'information, c'est une machine physique qui va se partager de l'information. .NET Framework 4.0 nous a amené qu'est-ce qu'on a appelé les Memory Map Files qui sont disponibles dans le système.io. Ce qui est merveilleux avec ça, là, ça crée à peu près l'équivalent de ce que MSMQ pouvait nous créer. On se crée une queue, mais cette queue-là est en mémoire. Cette queue-là n'est pas persistée. Tantôt, on disait qu'un des beaux avantages à MSMQ, c'était de dire que je lance un message puis je l'oublie parce qu'il va être traité à un certain moment donné. Le mécanisme qu'on parle ici, c'est pas ça. Si je ferme mon PC, si je ferme Windows, je perds ce qui est en mémoire parce que c'est en mémoire, c'est pas persisté. Mais le gros avantage, c'est si j'ai deux applications qui doivent échanger de l'information rapidement, j'en ai une qui va créer une queue, qui va donner un nom à un espace mémoire, qui va donner une taille à cet espace mémoire-là, et l'autre va être capable d'aller piger dedans et même d'aller écrire aussi pour que le processus soit bidirectionnel. Donc, une vingtaine de lignes de code dans le processus qu'on va appeler serveur, puis une vingtaine de lignes de code dans le processus client. Puis on a deux applications qui vont être capables de se parler par un mécanisme qui est très rapide parce que c'est en mémoire. C'est ça, on parle de choses qui vont se passer pas à la milliseconde. À la milliseconde, en tout cas, beaucoup plus vite que si tu restes sur un réseau, que là, on tombe dans les microsecondes. Puis même le système de fichiers, on passe même pas par le système de fichiers, de créer un fichier, d'écrire dedans, de flusher son buffer. On parle même pas de ça. C'est vraiment en mémoire, j'échange de l'information. On a deux systèmes différents, mais qui sont presque synchrones dans leur capacité d'échanger des données. Oui. Puis ce qu'on va échanger, c'est un stream, c'est une string, c'est quelque chose qui est natif à du .NET. Parce que là, faut oublier le découplage entre Java et .NET, là, c'est vraiment du .NET à la base qui est peu. Puis ça, c'est maintenant fourni avec le framework 4.0. Depuis le framework 4.0, dans le système.io Memory Map File. Donc, on se crée une vue, l'autre va utiliser avec le même nom. Ça nous prend un espace partagé. Puis même une application pourrait créer plusieurs vues, et ces vues-là peuvent être utilisées par une ou plusieurs autres applications. Donc là, on a vu différents processus distribués même sur plusieurs ordinateurs. Voici comment ils peuvent échanger les données. On les rappelle, le bon vieux fichier, la bonne vieille base de données. Après ça, la façon en faisant des procédures lancées à distance, les remote procedure calls. Et la dernière, quand on est quand on est dans des processus qui sont complètement distribués, la dernière, c'était les fameux serveurs de messaging. Ouais. Et là, on vient de traiter d'une autre problématique qui est, je suis pas sur deux machines différentes, mais je suis sur la même machine, peut-être même la même application sur le même, en tout cas, en mémoire. Puis là, au lieu d'avoir à me créer 36 000 mécanismes, le framework, à partir du framework 4.0, j'ai des classes pour faire ça. Donc, ça se programme, comme tu as dit, 20 lignes de code sur un bar, 10 lignes d'autres bars. Je viens de faire la communication. Oui. C'est très, très simple à mettre en place. Tant que notre business case ne nous demande pas de le persister, ces choses-là, entre les appels, faut vraiment savoir de niveau architecture, qu'est-ce qu'on a besoin comme utilisation. Nous, Eric, on va mettre sur la page le lien vers ton article où tu montres justement un exemple de code pour faire ça. Puis, en terminant, est-ce que, je pense qu'on a fait le tour, hein? Oui, on a pas mal fait le tour. On est parti des messages de fumée, puis on est rendu jusqu'au framework 4.0. Fait qu'on a fait le tour. Donc, en terminant, as-tu des sites ou des références que tu voudrais partager avec les auditeurs? Tu en as parlé plusieurs fois. Il y a Grégor OP, qui est peut-être le père ou un des sommités dans tout ce qui a attrait au partage d'informations. C'est lui, entre autres, qui est derrière le site eaipatterns.com, qui est l'endroit où vous pouvez acheter un livre aussi en passant. Mais c'est à cet endroit-là qu'on discute et qu'on documente les 65 patterns d'échange de données. Un très bon site, d'ailleurs. Est-ce que tu as d'autres références ou? Non, pour l'instant, non. À part mon article et celui-là. Avec Grégor Hope, vous allez être comblé. Puis pour ceux qui s'intéressent plus à l'échange de données interprocessus, ton article explique tout. Oui, en VB et en C#. Oh, les deux en plus. Écoute, Eric, on te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Nous, on fait la pause, puis on revient avec les actualités. Les actualités avec Guy Barrette. Pas mal de choses nouvelles depuis qu'on s'est vu. Microsoft a sorti la version définitive RTM de SQL Server 2012. Le 1er avril. 1er avril, ouais, c'est drôle, hein, le 1er avril, c'est drôle. Ouais, hein?
Donc, des changements au niveau de licensing de la version entreprise, surtout là, c'est ça que j'ai vu peut-être qui accrochait un petit peu dans certains cas. Ouais, avant ça, on payait par processeur. Ouais. Maintenant, on paye par core. Selon ce que Microsoft nous démontre sur son site, ça revient à peu près au même prix. Mais dans les cas pratiques, il y a un paquet de monde qui chiale. J'ai pas analysé un cas en particulier, mais il y a un paquet de monde qui chiale. C'est dans le cas où tu as des serveurs à 8 processeurs, à plusieurs cores. Là, dans ces cas-là, je pense que ça vient un petit peu plus dispendieux. Mais t'es pas obligé de licencier chacun de tes cores. Tu peux dire Ouais. que mon serveur, il y a 8 processeurs avec 4 cores chacun. T'es pas obligé de licencier 32 cores pour Ouais. SQL. Mais dans certains cas, ça revient un petit peu plus dispendieux. On parle toujours de la version entreprise, là. Ouais. Mais sinon, c'est à peu près C'est à peu près le même. Mais mettons là, y a-tu un argument massue pour que j'aille à 2012? Tu sais, si j'ai 2008 aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait que je devrais acheter 2012? Y a-tu comme la fonctionnalité que tout le monde veut ou c'est un paquet de petites fonctionnalités d'amélioration qui seraient trop longues à énumérer aujourd'hui? C'est à peu près ça. Il y a beaucoup d'améliorations. Il y a un aspect que Microsoft a travaillé, c'est Always On pour la disponibilité du serveur. Il y a une petite base de données maintenant. C'est pas SQL Express, c'est un in-process. Ben, c'est un peu ce qui existait avant avec le SQL Compact ou le Ouais. SQL CE. Ils l'ont travaillé un petit peu. Donc, Là c'est où- des évolutions, vraiment. Mais là où ils ont mis beaucoup de travail, c'est essayer de ramener la parité avec Azure, parce que SQL Azure a un roulement beaucoup plus rapide que ce que SQL Server installé on-premise peut avoir. Puis ils ont fait beaucoup de travail aussi au niveau du cube, SSAS, SSIS, Ah ouais, parce donc- qu'il y avait beaucoup de compétition à ce niveau-là. Tout ce qui est multidimensionnel. Ils ont beaucoup de travail à faire, puis ils ont décidé que c'était le temps de livrer une grosse Pour version. ceux qui sont dans la région montréalaise, il y a un samedi.net qui s'en vient là, dans... Le samedi 26 mai, dans un mois et demi à peu près, là. Le samedi 26 mai, ça va être dans les locaux du crime à cause de nos chers étudiants dans la région qui manifestent. Donc, on ne sait pas si on va pouvoir avoir les locaux de l'UQAM. Donc, on déménage au crime pour cet événement-là. Oui. Ok. Donc, c'est une journée complète sur SQL 2012. Oui. Tout le monde peut y avoir accès si ils sont membres de la communauté .NET Montréal et on demande aussi un 10$ supplémentaire pour couvrir les frais de la salle et de l'audiovisuel et ces Mais choses-là. pour une journée au complet, c'est vraiment pas cher. Ouais. Ceux qui s'intéressent à 2012, SQL 2012. Oui. Autre actualité? Microsoft a annoncé dernièrement l'ajout de 2 centres de données Azure. Donc, ces 2 nouveaux centres de données-là sont situés aux États-Unis. Donc, il y en avait 2 auparavant. Ça va faire un total de 4. Donc, pour un grand total de 8 centres de données au travers le monde. Donc, ça, c'est une annonce que Microsoft a fait au niveau d'Azure dernièrement. Puis, hier, Microsoft a annoncé quelque chose aussi pour les compagnies qui font beaucoup d'encodage de vidéos. Comme par exemple, je sais pas moi, t'as un site où les gens peuvent uploader des vidéos, mais tu veux les offrir sur plusieurs plateformes, tu veux Mettons, faire de tu l'encodage. voudrais faire un site pour faire que ça s'appellerait, mettons, Méga Upload pour permettre aux gens de partager des vidéos. Ouais, disons. Donc, Microsoft va offrir un service qui va rouler sur Azure, qui va permettre de faire l'encodage là, directement dans Azure de ces vidéos-là. Okay. Donc ça a été annoncé hier. Puis aujourd'hui, c'est la semaine des annonces, Microsoft a annoncé les versions, les SKU finalement de Windows 8. Ah donc, oui? Ouais. Donc, on va avoir une version. En fait, le nombre de versions est limité par rapport à ce qu'on voit avec Windows 7. On va avoir une version standard pour la maison et une version Pro. Donc, deux versions différentes. Et il va avoir une version qui va s'appeler Windows 8 RT, qui va... Juste pour les tablettes? Pour les tablettes ARM. Donc, uniquement pour les tablettes ARM. Et il va y avoir une 4e version qui est la version entreprise qui va inclure là, tout ce qui permet de se brancher à un Active Directory, à un domaine d'entreprise, là, finalement. Là. Mais puis est-ce qu'ils ont glissé un mot sur on va être toujours obligé de passer par l'interface, le nouveau shell? Ça, il y a aucun... Y a pas, Non, ça n'a pas été... Ils ont juste annoncé les SKU. Mais ça changera pas. Hein.
Ouais, mais on sait que, en tout cas, moi, personnellement, je pense que c'est une grosse barrière à l'adoption en entreprise. Et la souris, la souris va être là. C'est juste un gros menu démarré. Il est immense, mais... Ça ressemble à ton téléphone en plus gros, c'est tout. Mais c'est Mais tout, là. Guy, t'as dit Windows 8 RT? Oui. À ne pas confondre avec Windows, WinRT? WinRT, qui est le Je suis déjà en train de framework. prendre de perdre mon latin moi-même. Ouais, WinRT, c'est le framework. Donc, c'est pas le .NET framework, c'est le framework, runtime, le ouais. runtime Windows 8. Mais la version tablette, ARM, la version de Windows s'appelle Windows 8 RT. Bon, pourquoi? Windows 8 ARM, mettons, ça aurait été plus facile. Ben, peut-être, à un moment donné, il va y avoir d'autres types de processeurs, on ne sait pas, là, mais C'est ça, ça, bon, copyright aussi, peut-être. ça va juste amener de la confusion, mais c'est pas grave, c'est nos amis de Microsoft et on est habitués. Le marketing, des fois, là, il en invente il en fume du bon. Ben, c'est le défi que visent toutes les grosses organisations. Une petite organisation est très agile, peut bouger vite. Une grosse organisation, ben, il faut que le marketing, en tout cas, ça a tout, ça a ses bons côtés et souvent ses mauvais côtés. Alors, c'est à peu près tout. La communauté.net, donc, ce qui s'en vient En fait, prochainement. il y a au mois de mai, il y a 2 samedis.net. Eric t'a parlé tout à l'heure du samedi SQL qui a lieu le 26 mai. 26 et le 12, on a ce qu'on appelle un Windows 8 camp, un camp, en fait, c'est un samedi.net là qui est dédié au développement d'applications de style métro sous Windows 8. Donc, il y a une partie théorique. En avant-midi, c'est théorique. On va avoir des conférenciers qui vont nous présenter là, les différents aspects. C'est quoi l'interface métro, comment on développe, quels outils on utilise. Puis dans l'après-midi, c'est du pratico-pratique. Il y a une série de labs, puis les gens vont pouvoir tester. Donc, on demande aux gens d'apporter leur laptop, d'installer soit en dual boot, soit dans une machine virtuelle Windows 8 de Consumer Preview avec la version Dev 11 de Visual Studio qui est en bêta, elle aussi. Puis les gens vont pouvoir tester dans un environnement. Là. Donc, ceux qui s'intéressent à voir qu'est-ce que là l'expérience de développement avec Windows 8, c'est une bonne occasion. C'est l'endroit idéal. On sait qu'aussi, comme toujours, nous, dans le mois de mai, en tout cas fin avril, début mai, puis tout le mois, il y a à peu près à toutes les 1 ou 2 semaines une présentation de la communauté, un lundi soir ou un mardi soir. Je les connais pas tous par cœur, mais je sais qu'il y en a une, en tout cas, en architecture dans le mois de mai. Ben écoute, je pense que ça fait le tour des actualités, puis de ce qui s'en vient du côté de la communauté. Absolument. Eric, on te remercie encore. Ça fait plaisir. Toujours un merci. plaisir de te rencontrer. On va se voir souvent dans les prochains mois, je pense. Oui, Hein? on travaille sur le même contrat, c'est J'ai le même client. Donc, Guy, on se revoit quelque part au mois de mai. Oui. Puis, on souhaite bonne programmation à tous nos auditeurs. Visual Studio Talk Show.